Écoutez, donc je me présente, Éric Ducornet, responsable filière, entre autres, à la coopérative 110 Bourgogne. Bon, j'ai également d'autres fonctions, mais bon, là aujourd'hui, je vais vous parler donc du chanvre et du lin, sachant que je suis également en charge de l'animation de notre réseau agriculture biologique au niveau de la coopérative 110 Bourgogne, et également d'autres filières comme celle par exemple de la moutarde, du millet ou d'autres productions. Voilà. Mais donc là aujourd'hui, je vais vous parler du lin et du chanvre. Juste pour un petit clin d'œil, donc la coopérative, déjà, je vais vous présenter donc 110 Bourgogne. Donc c'est 110 Bourgogne, c'est entre 350 et 400 000 tonnes de collecte, 1600 adhérents, un peu plus de 275, presque 280 salariés aujourd'hui à la coopérative. On travaille sur 3 départements, le sud de Lyon, le sud Seine-et-Marne et nord Côte d'Or. Et vous avez ici également donc, toutes les participations de la coopérative. Donc, dans les principales filières, donc, on a 110 vignes qui s'occupent de toute la partie Chablis et hors Chablis. La partie aliments du bétail avec Soréal, donc avec 23% d'actions à l'intérieur. Et puis notre filière aussi Nativer, 99%, qui représente donc tous nos magasins. On a également avec la Cosebi, vous voyez, on est à 4% chez la Cosebi. Voilà, très rapidement, balayer la coopérative 110 Bourgogne. Alors, voilà, donc je parlais de la carte de répartition de... Alors, ça vient, voilà. Également, donc, vous avez vu dans les actions, dans les actionnaires, on a aussi une action avec Senyon. Donc, on a créé une union de coopératives 110 Bourgogne plus Innovae. Et vous avez sur cette carte la partie qui est orange plus clair, là, ou jaune plus clair, qui est la répartition territoriale de la coopérative Innovae, qui se trouve plutôt dans le nord de Lyon, ce qui fait que 110 Bourgogne plus Innovae, ben vous avez le territoire complet là qui se dessine avec tous les silos et les sièges de région qui s'affichent. Donc c'est au total, donc le principe de Senyon, c'est mutualiser donc toutes nos compétences, améliorer notre compétitivité bien sûr, et on passe sur un volume de un peu plus de 760 000 tonnes de collecte, tout confondu. Voilà. Vous avez la répartition également, 40% de trains, 46% de camions et 14% en péniche au niveau des expéditions, sachant que on a aussi ce désavantage et cet avantage de pouvoir, par le nord, envoyer des marchandises sur Rouen, avec un chargement sur Lyon, et sur le sud également pouvoir envoyer donc sur Marseille avec on a des capacités de stockage à Fos-sur-Mer qui nous permet également d'envoyer de la marchandise sur le bassin méditerranéen. Voilà. Donc on a l'inconvénient d'être au milieu des terres, mais on a l'avantage d'avoir le choix des débouchés. Voilà. Alors pour démarrer les filières, donc juste un clin d'œil. Voilà, c'est ça, le clin d'œil. Là, j'ai retrouvé une vieille carte, très vieille carte. Avec la répartition des cultures textiles et industrielles, donc hors grande culture bien évidemment, au niveau de la France. Et donc on s'aperçoit que du lin, du chanvre, il y en avait un peu partout en fait, dans tout notre territoire, et notamment sur la partie Yonne, où là on a identifié culture de chanvre, et la partie plutôt à l'est où il y avait du houblon. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais vous faire sur les cultures textiles et industrielles. Alors, on va démarrer par la culture du lin oléagineux. Donc, c'est une culture aux multiples intérêts. Donc, je vais vous citer un petit peu tous les caractéristiques. Alors, bien sûr, on verra tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail agronomique de chacune des cultures, mais plutôt m'attacher à ressortir un peu les intérêts de chacune d'elles. Donc le premier pour la culture du lin, c'est la diversification des assolements et l'allongement des rotations, sachant que sur notre coopérative, on était comme beaucoup de notre territoire en colza blé orge. Malheureusement, on connaît maintenant un peu toutes les problématiques agronomiques du colza, ce qui fait que voilà, au niveau de notre conseil d'administration, on a souhaité apporter d'autres solutions à nos adhérents pour pallier à ces problématiques de surface de colza qui ont disparu. Et le lin en faisait partie au démarrage. Donc maintenant, du lin, nous, on en produit à la coopérative depuis une dizaine d'années maintenant. Et sur une surface à peu près entre 900 et 1000 hectares sur la coopérative.
Donc, je disais diversification d'assolement, allongement de la rotation, ça va tout à fait dans le typo. Très bon précédent blé, amélioration de structure du sol avec son système racinaire. On a également une rupture au niveau des cycles parasitaires, puisqu'on n'a pas les mêmes types de cultures, donc pas les mêmes parasites. Donc ça permet de couper un peu au niveau de la rotation. Peu gourmand en intrants, on a un peu moins d'intrants, même que du colza notamment. Ça c'est très clair. Étalement des travaux, puisque la culture du lin, alors c'est une culture tout à fait particulière. Alors on fait essentiellement du lin d'hiver chez nous. On peut faire du lin de printemps. Par contre, il faut vraiment des sols avec des bonnes réserves. Donc voilà, on est pas mal positionné sur du lin d'hiver. Au niveau des dates de semis, donc on a un petit décalage au niveau des dates de semis, parce qu'en fait, il ne faut pas que la culture du lin soit trop développée avant l'hiver. Et en matière de récolte, c'est ça qui est intéressant également, c'est une culture qui ne s'égrène pas. Par contre, c'est une culture pour laquelle il ne faut pas non plus trop attendre, parce qu'après, la tige se transforme en fibre et ça devient très difficile de la couper à ce moment-là. Voilà, donc on a une plante qui peut se décaler au niveau de la récolte, mais par contre, il ne faut pas non plus attendre le mois d'août ou fin août pour couper du lin. Voilà, mais ça permet d'étaler les chantiers de récolte. Système racinaire, donc il ne bouge pas les drains notamment par rapport au colza, et on n'a pas de problème. Alors l'eurobanche, c'est pas sur tous les secteurs, mais limaces, pucerons et gibier, c'est vrai c'est pas très appétant, c'est des petites feuilles, et donc on n'est pas trop embêté avec ces choses-là. Voilà. Et alors, chose qui est importante, donc ça c'est en tant que responsable filière, j'attire toujours l'attention là-dessus, c'est pour qu'une filière fonctionne, il faut absolument qu'il y ait un débouché garanti, sinon ce n'est pas une filière. Nous sommes en ce moment, donc ce matin il y avait nos collègues de COSEBI qui intervenaient là dans le cadre du forum. Et aujourd'hui, le marché de l'agriculture biologique est en train de subir de plein fouet le fait de découvrir que le bio est une filière, et que si on pousse la production du bio, mais qu'on ne s'occupe pas de la consommation, eh bien, on se retrouve avec des problèmes pour écluser ces marchandises. Et là, aujourd'hui, c'est la contrainte qu'on a aujourd'hui, et c'est très embêtant d'avoir embarqué des producteurs avec des garanties qui deviennent très compliquées. Voilà. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais tout ça pour vous parler de filière. Alors, qui dit donc lin, dit donc bleu blanc cœur, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui 110 Bourgogne garantit à ses agriculteurs donc ce débouché, sachant que au niveau technique, nous avions fait du lin il y a très longtemps. Malheureusement, au niveau agronomique, on avait quelques problèmes, notamment au niveau de la récolte, avec des variétés et des plantes qui étaient très hautes, et ce qui fait que ça complexifiait énormément la récolte. Sachant que, je vous le redis, c'est une plante avec une tige très ligneuse, et qui, à l'instar du chanvre qu'on verra tout à l'heure, qui a tendance à vouloir s'enrouler autour de tout et être très difficilement coupable après. Voilà. Donc, on a réussi on a fait un test il y a une dizaine d'années sur le département pour remettre en place cette culture du lin. Donc, on avait de la nouvelle génétique développée par la coopérative Lin 2000, et on a procédé la première année avec un test de 3 ou 4 variétés. Et on s'est aperçu que ces variétés étaient beaucoup plus résistantes, notamment au froid, et ce qui fait qu'on a pu aujourd'hui utiliser deux variétés qui fonctionnent bien sur nos secteurs. Et surtout, avoir cette garantie de débouché, c'est-à-dire qu'on ne met en place, on ne met en contrat en place que ce qu'on est sûr de commercialiser. Voilà. Et également en matière de prix, le prix est fixé avant les semis d'automne, ce qui fait qu'on sait à quoi on s'engage avant de démarrer la campagne. Voilà. Donc sinon, pour la partie agronomique, je renvoie au guide de culture de Terra Innovia, qui est très bien fait. Là, c'est la version 2022. Donc pour tout ce qui est itinéraire technique, voilà, n'hésitez pas, il est très bien fait, et il n'y a pas de souci là-dessus. Alors juste, j'en profite donc pour vous parler justement de la démarche bleu blanc cœur.
En fait, alors qui ne connaît pas aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a des campagnes de publicité. Alors, c'est une association, c'est pas une multinationale comme Unilever ou Nestlé, hein. C'est une association qui a été mise en place par des agriculteurs et un médecin et un ingénieur. Donc, c'est une filière qui a maintenant une vingtaine d'années. Et le principe, c'est en fait, quand on nourrit mieux les animaux, eh bien, les hommes se portent mieux. Et ils ont notamment mis en avant la teneur en oméga 3 de ce qu'on donnait aux animaux et ce qu'on avait donc dans les produits des animaux, c'est-à-dire le lait, les œufs, la viande, riche en oméga 3. Et on s'est aperçu que en matière de risque, notamment cardiovasculaire, eh bien, beaucoup moins de problèmes pour les gens qui achètent et qui se nourrissent d'aliments labellisés bleu blanc cœur. Également, au passage, les animaux qui sont nourris, complémentés avec du lin, parce qu'en fait, le lin a été choisi puisque c'est une des graines qui contient le plus d'oméga 3. Et donc, le lin extrudé entièrement, c'est-à-dire qu'on ne retire pas l'huile, on le laisse avec, on extrude la graine de lin, qui est, je dirais, ajouté aux rations d'alimentation animale, procure également une meilleure santé des animaux et moins de frais vétérinaires. Ça, c'est tous les éleveurs qui sont passés par là le savent. Donc, moins de problèmes de santé au niveau des animaux. Et en plus, donc le bonus, c'est par rapport à l'alimentation humaine. Voilà. Donc, bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes en préservant nos écosystèmes. Voilà. Association, je vous l'ai dit, consommateurs scientifiques. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site Bleu Blanc Cœur, le site internet Bleu Blanc Cœur, vous allez retrouver donc toutes les études qui ont été faites, études scientifiques qui ont été faites pour prouver, entre autres, ce que je viens de vous raconter là, sur les qualités et les bienfaits des oméga 3, sachant que notre problème aujourd'hui dans notre société, c'est que nous avons dans le corps trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, c'est l'équilibre qu'il y a entre les deux qui n'est pas satisfaisant. Sachant que notre alimentation est trop chargée en oméga 6. Alors l'oméga 6 n'est pas mauvais, mais avoir trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 provoque des inflammations et des problèmes de santé à long terme. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire un peu ce petit aparté pour vous montrer que en matière de filière, voilà, pour que ça fonctionne, donc nous c'est très simple, hein, on est producteur de graines de lin, 110 Bourgogne, on livre à l'industriel Valorex qui se trouve notamment en Bretagne. Et on a également un extrudeur là, qui va se monter chez nous, chez Soréal. Soréal qui est notre usine d'aliments, qui alimente donc en niveau des rations les animaux et qui sont après collectés et qui viennent ensuite dans le circuit bleu blanc cœur. Donc voilà, quand les gens font leurs courses, eh bien, vous retrouvez donc dans les différents supermarchés, également restauration collective, etc., des choix de personnes qui proposent des produits bleu blanc cœur. Et donc voilà, quand vous avez le choix, n'hésitez pas, choisissez des produits bleu blanc cœur. C'est comme ça qu'on permet de développer une filière et notamment du lin en Bourgogne. Voilà. Voilà, j'ai été assez rapide sur la partie lin. Donc sinon, juste pour terminer sur le lin, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Les gens ont toujours un peu d'appréhension au niveau de la récolte, mais je dirais que les meilleurs rendements, les meilleurs résultats qu'on a obtenus en lin chez nous, parce qu'on a des écarts qui sont assez importants en matière de rendement, mais les meilleurs résultats qui sont obtenus, en général, c'est les personnes qui participent à nos réunions techniques ou qui suivent les avertissements, puisqu'on envoie des avertissements régulièrement tout au long de la campagne. Et donc, je dis toujours, c'est pas parce que ce sont des cultures, entre guillemets, secondaires par rapport à notre classique dans le département, que ce ne sont pas des cultures techniques. Et que pour le lin, c'est véritablement une culture technique. Et si on s'en occupe correctement, notamment au niveau du positionnement des régulateurs et autres, eh bien, on obtient des résultats et ça permet d'avoir des rendements satisfaisants. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le lin. S'il y a des questions, je répondrai tout à l'heure aux questions, s'il y a des questions sur le lin particulièrement. On va passer maintenant pour le chanvre industriel. Alors, j'aime à dire que dans le chanvre, tout est bon dans le chanvre, parce qu'en fait, on valorise, on le verra tout à l'heure, j'ai mis une diapo sur les débouchés des différents composants du chanvre. Alors,
Évidemment, c'est également une culture de diversification d'assolement et d'allongement des rotations, puisqu'on sait qu'au niveau de la PAC, maintenant, ça fait partie des éléments de critères, donc de rentrer d'autres cultures dans son assolement. Amélioration de structure des sols, je dirais encore plus que le lin, le chanvre a vraiment un faisceau racinaire qui permet vraiment une amélioration de la structure et un effet précédent qui peut aller de 10 à 15 quintaux sur un blé qui suit derrière. Il y a vraiment une amélioration. Également un facteur écologique, puisqu'un hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu'un hectare de forêt, soit 15 tonnes. Donc, par les temps qui courent, c'est aussi un argument de poids par rapport au pouvoir public. Voilà, je vous le disais, excellente tête de rotation, voilà, plus de 15 quintaux par hectare pour une céréale qui suit. Et donc, c'est vraiment un plus, un boni au niveau de cette culture. On a également le fait qu'elle est très peu exigeante, c'est-à-dire que en conditions sèches, et on a eu ces dernières années des conditions extrêmement sèches de culture d'été, le champ est toujours resté vert par rapport à du maïs qui, lui, se met en feuilles de tabac et dessèche, je dirais, de peur. Donc là, la culture du chanvre reste bien verte. Par contre, bien évidemment, les potentiels de rendement sont un peu atténués, mais moins que d'autres cultures positionnées sur le même type de sol. Nettoyante et étouffante, effectivement, quand le chanvre est semé dans de bonnes conditions, il pousse très très rapidement et en fait c'est lui qui étouffe littéralement toutes les plantes qui sont en dessous, puisqu'il n'y a aucun produit désherbant qui est appliqué sur le chanvre. C'est le chanvre qui fait le travail, et j'ai même vu pour ma part des parcelles de chanvre qui étouffent carrément des ronds de chardon. C'était assez spectaculaire. Par contre, il faut que les conditions soient très très poussantes pour que ça fasse ce métier. Voilà. Rupture du cycle parasitaire, parce qu'évidemment, on n'a pas tous ces problèmes de rouille et compagnie au niveau fongique. Donc, on a vraiment une année où on n'a pas de propagation de maladies classiques qu'on a dans notre cycle habituel. Pas de traitement phytosanitaire, donc c'est aussi un élément intéressant pour les IFT et par rapport à toutes les normes aujourd'hui. Alors, grande différenciation, parce que le chanvre, aujourd'hui, il y a plusieurs techniques aujourd'hui de récolte de chanvre. Je dirais qu'un agriculteur aujourd'hui qui travaille avec notre système, qui a un système BAFA, c'est un système qui a été mis au point par les Allemands. Je crois que j'en parle un peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculteur, il n'a qu'une intervention qu'il ne faut pas qu'il rate, c'est le semis. Et ensuite, la récolte, il n'y a pas de nécessité d'avoir de matériel, puisque c'est un ETA qui est en contrat avec 110 Bourgogne, qui vous récolte le chanvre plante entière et qui sépare le grain, le chènevis de la paille. Voilà, donc par contre, alors pour le coup, le semis est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas y aller trop tôt, parce que c'est très sensible au gel tardif. Et il faut que le sol soit très réchauffé pour que cette graine pousse très rapidement, pour justement, on en parlait tout à l'heure, qu'elle joue son rôle d'étouffement, parce que c'est une plante qui n'aime pas du tout la compétition. C'est-à-dire que c'est soit elle gagne, ou soit elle n'aime pas du tout les adventices qui passent au-dessus. Voilà. Donc, si d'instant on sème dans de bonnes conditions, au niveau température, sol réchauffé, il n'y a aucun souci. Ça pousse très rapidement, un cycle très rapide, et ça étouffe tout de suite, et on n'a pas de souci. Voilà. Donc, bien réussir son semis, préparation, température de sol, ça c'est primordial, et une préparation également au niveau du sol la plus lisse possible, pour qu'à la récolte, on ait le moins de pertes possible. Et puis, donc, valorisation, évidemment, donc il y a 2 contrats, en fait, on vend et la graine et la paille pour cette culture. Voilà, donc il y a deux marchés qui se présentent pour cette culture-là. Alors, également, je vous recommande, qui est très bien fait, donc chez Terrinovia, donc il y a un guide des cultures, là, le dernier qui est en date, à ma connaissance, c'est le 2020, qui reprend tout le détail de la culture, les variétés, les doses, les dates, etc., de semis, etc., les différentes techniques de récolte. Et donc, je ne sais plus si je vous ai mis quelques chiffres pour vous montrer l'évolution du chanvre en France.
Donc, vous voyez, on est depuis les années 90 en constante augmentation. Donc, vous voyez, là, on est arrivé presque à 16-17 000 hectares aujourd'hui en France. Et je voulais voilà, vous montrer également les différents intervenants sur la filière. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 6 chambrières aujourd'hui en France. La plus grosse étant modestement qui s'appelle La Chambrière, qui se trouve dans l'Aube. Donc, c'est vraiment la plus importante, hein. Elle est vraiment très, très importante. La deuxième, ça se trouve dans la Cavaque. Et ensuite, vous avez Eurochambre, qui se trouve en Haute-Saône. Et c'est avec nous, Eurochambre, que l'on travaille. Vous voyez, on n'est pas très loin de Lyon. Et donc, tous nos contrats sont faits avec la chambrière Eurochambre. Voilà. Et vous avez donc les différents chiffres, hein, qui sont notés ici. Donc, vous voyez, 16 000 hectares implantés, 1400 producteurs et 80 000 tonnes de paille traitées par an. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même une filière qui est très, très, très restreinte. Et l'outil de base, c'est vraiment avoir une chambrière performante qui est capable de traiter et de commercialiser la paille et la graine. On va le voir juste après. Alors, voilà. Donc, je vous ai mis quelques photos. Alors, j'ai des petites vidéos. Je ne sais pas si elles vont marcher. On va voir. Parce que c'est vrai que c'est une vidéo, c'est quand même plus intéressant à voir que des photos. Donc, vous avez la première, voilà, c'est la récolte en un seul passage. Donc là, vous avez un champ qui est bien à maturité. Et vous avez derrière une machine. Donc, nous, c'est une John Deere qui tourne avec un bec camper entre lequel il y a un bloc en silage, en fait. Donc, c'est des machines qui n'existent pas de série, qui sont fabriquées spécialement. C'est vraiment des prototypes. Et en France, il n'y en a pas des masses qui sont équipés comme ça. Voilà, il y en a d'autres. Il y a d'autres systèmes, notamment la Cavaque avec double coupe superposée. Mais bon, là, le problème, c'est pour les déplacer sur les routes, c'est pas toujours évident. Donc, alors, je ne sais pas si je peux... Attendez, je vais essayer de faire un test, voir si je peux vous montrer la vidéo. Ouais, bah, écoutez, peut-être après la présentation, je changerai d'écran. Je vous montrerai, parce que c'est intéressant quand même de voir comment ça fonctionne. Donc, je continue la description et puis on verra les vidéos après, voilà, si ça fonctionne. Donc, voilà, donc une machine qui récolte en un seul passage donc, le chènevis. La paille est conditionnée avec ce bloc hacheur qui se trouve entre le camper et la moissonneuse-batteuse. Ça coupe la paille en fait en brins de 40-50 cm, ce qui fait que ça permet de passer dans la moissonneuse-batteuse sans engendrer de dégâts, notamment parce que souvent la fibre s'enroule autour de toutes les pièces qui tournent à l'intérieur de la machine et ça finit par mettre le feu. Donc voilà, donc la machine est vraiment spécialement équipée pour faire ce genre de travail. Et donc, je dirais que ça se passe très bien. Une machine comme ça est capable de faire entre 250 et 300 hectares dans sa campagne. On ne peut pas en faire plus parce qu'après, on est bloqué par rapport au stade de maturité des chambres. Donc, on se limite volontairement à ce quota de 250-300 hectares pour une saison. Donc, voilà, on joue sur la précocité des variétés et sur le positionnement géographique. Ensuite, alors là, ce qui est hyper important par rapport à la qualité du chènevis qui est ici, là, vous voyez la graine là, dans la benne, c'est que pour rester sur le marché de l'alimentation humaine, il faut impérativement que les graines soient ventilées 4 à 5 heures après la récolte. Parce que sinon, vous avez des problèmes d'échauffement qui se produisent. C'est-à-dire qu'un tas de chènevis comme celui-ci dans une benne, il se met très rapidement à chauffer. Et là, vous perdez au niveau qualité organoleptique. Et ce qui fait que vous êtes sur un autre marché, sur le marché des appâts, des poissons, de la pêche. Mais vous n'êtes plus sur l'alimentation humaine qui vous permet d'avoir des prix qui restent tout à fait intéressants. Voilà. Donc, au niveau de la coopérative, on prête des jeux de tubes ventilés qui nous permettent de tenir la graine jusqu'à la livraison le lendemain matin. Voilà. Et puis ensuite vient le pressage. Donc c'est en balle carrée, ficelle synthétique. Donc ça c'est aussi une grande différenciation avec le système de la chambrière de l'Aube, qui eux sont restés avec un système traditionnel, donc balle ronde, ficelle sisal. Donc nous on est en balle carrée, ficelle synthétique, c'est quand même c'est plus facile à stocker, facile à transporter, meilleure tenue, manipulation, chargement des camions et déchargement des camions. Voilà, vous avez ici également une photo de paille de chanvre bottelée.
Et également une caractéristique, un principe au niveau du chanvre, c'est que la paille doit être rouillie, c'est-à-dire que contrairement à la paille de blé, nous, plus ça prend de l'eau après la récolte, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on a les peptines autour de la tige qui sont attaquées et qui commencent à noircir et à se dégrader. Et en fait, plus la paille est rouillie, ça fait de la fibre qui est un peu plus colorée, mais par contre qui est beaucoup plus facile à séparer au niveau de la chanvrière. Donc au niveau industriel, c'est beaucoup plus simple à travailler quand la paille est ce qu'on appelle rouille. Voilà. Donc ça, c'est hyper important au niveau de la qualité. Bien évidemment, dans les andins, pas de pierre, pas de morceaux de plastique. Voilà, le plus et pas de mauvaises herbes non plus. Mais normalement, si on a bien travaillé, il n'y a pas tous ces problématiques-là. Je vous ai mis pour les débouchés par rapport à la plante. Donc on l'a vu, la graine, donc appelé le chêne vie. Donc vous voyez 15% d'alimentation humaine, donc soit en graines décortiquées, soit sous forme d'huile. Donc ça, il faut avoir une super qualité organoleptique pour aller sur ces marchés-là au niveau du cosmétique. Sinon, on se retrouve soit oisellerie ou soit appât pour les poissons, pour les graines d'un petit peu moins bonne qualité. Les fleurs, je ne vous en parle pas puisque là, on est plus sur du CBD. Hein. Donc là, on n'est pas dans cette production-là chez nous pour l'instant. Ensuite, vous avez la chènevotte. Ce qu'on appelle la chènevotte, c'est la partie qui se trouve au centre de la tige de chanvre, qui est blanchâtre et très, très spongieux et très absorbante. Et autour de cette chènevotte, on a la fibre. Et vous voyez, donc la chènevotte représente 50% en litière d'animaux, parce que c'est pratiquement le matériau le plus absorbant du marché par rapport à la sciure, par rapport à la paille ou d'autres matériaux. C'est vraiment la chènevotte qui est vraiment très, très, très intéressante. La fibre, alors la fibre, 56% du papier spéciaux, 29% de l'isolation, et donc en ce qui nous concerne, on a plus de 9% qui partent en plasturgie, notamment plasturgie automobile, puisque la plupart des modèles Peugeot, rétroviseurs, planches de bord Mégane sont constitués d'une partie en fibre de chanvre, plus léger, plus résistant, et surtout potentialité de recyclage. Et on a une partie poussière, alors là, qui est valorisée dans différents marchés. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le chanvre reste une plante vraiment où tout est consommable et tout est valorisable. Par contre, donc encore une fois, c'est un avantage, mais ça peut aussi devenir un inconvénient, parce que si vous êtes mauvais sur un des compartiments en valorisation, ça déséquilibre tout de suite la rentabilité. Et donc, quand on est une chanvrière, il faut être capable de bien être sur tous les marchés pour pouvoir valoriser tous ces produits. Voilà. Et je vous ai mis voilà, justement les différents produits dérivés. Donc voilà, on a l'alimentation avec l'huile, on a les isolants avec les fibres, on a également le bâtiment, on a les vêtements. Vous voyez, on arrive à faire des... Et si vous avez de la plasturgie, là voilà, ça c'est une planche de bord d'automobile qui est faite également avec du chanvre. Et voilà, j'en ai terminé. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran ou pas là? Oui. Voilà. Et bien donc voilà, donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la coupe. Voilà. Comme ça, vous l'avez en direct. Voilà, donc là, on est sur un chanvre qui est à hauteur, voilà, qui est pas très très haut, mais qui est déjà pas mal. Ça, c'est à plus de 2 mètres de haut. Et vous avez donc devant, donc vous avez le système Kemper, donc, qui fonctionne. Alors, c'est comme tous les systèmes Kemper, donc ça coupe, c'est pas à ras du sol, puisqu'on est comme sur du maïs. Hein. Et vous voyez, entre le Kemper et la moissonneuse-batteuse, on a ici là un bloc ensilage en fait, sur lequel on a retiré des lames qui nous permet de couper en fait les tiges en morceaux de 40-50 cm. Et ce qui fait que ça nous permet de passer dans la moissonneuse-batteuse sans aucun problème d'enroulement ou d'échauffement. Voilà. Vous voyez, on avance à une vitesse assez intéressante. Voilà, ça nous évite de repasser plusieurs fois comme les autres systèmes. La plupart des chanvrières aujourd'hui qui existent, que ce soit la Cavap, la Cavac, Planète Chanvre, Gatti Chanvre ou Eurochanvre, aujourd'hui utilisent ce système système BAFA, qui est un système donc,
industrialisé. Voilà, surtout avec ce concept-là. Voilà, alors hop, je vais l'arrêter. Merci Eric. Voilà. Merci beaucoup. Parmi les participants, est-ce que vous auriez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions particulièrement, moi j'en ai une, notamment sur l'aspect financier, économique, au niveau du chanvre, si tu peux nous donner quelques éléments. Alors le chanvre, alors ce qui est bien, c'est que, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'intrants, pas du tout. Donc c'est assez simple en matière de charge. On a juste le coût des semences. Semences, un peu de 90 unités d'azote, ce qui fait que ça fait une charge autour de 350 € à peu près, entre 350 et 370 € de l'hectare. En matière de charge, on a fait le tour. Et ensuite, donc aucun produit, ni désherbant, ni régulateur, ni insecticide, ni fongicide. Ensuite, au niveau du produit, donc on a deux marchés, celui de la paille et celui de la graine. Alors celui de la paille, nous, est contractuel avec un prix de 110 € de la tonne, avec des rendements. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le lin, mais dans le chanvre, c'est exactement pareil. On a des variations qui sont assez importantes en rendement tonnes de paille. Donc on essaie de viser entre 6 et 7 tonnes. Quand on a un chanvre comme celui qu'on vient de voir là sur la vidéo, on est voilà, entre 6 et 7 tonnes pour un champ comme celui-là, de paille à 110 € la tonne. Pour la graine, alors la graine c'est un peu plus compliqué parce que là on est sur un marché, et on l'a connu il y a quelques années avec des importations notamment d'Asie qui sont venues vraiment doper le marché, pénaliser notre marché. Et ce qui fait qu'on a eu des baisses de prix conséquentes. Aujourd'hui, ça va faire maintenant 2 ans, 3 ans, on est sur des chaînes vie qui sont vendues autour de 800 € la tonne, 800, 900 € la tonne. On est monté jusqu'à 1000 € la tonne une année. Avec des rendements. Alors donc là, je vous parle sur Lyon. Donc nous, on a une partie sur des argilo-calcaires moyens, sur une partie puisée, une partie vallée. Et donc on est sur des rendements qui tournent autour entre 700 et 800 kilos. On est monté déjà à 10. On a fait des rendements à plus de 10. Voilà, très très grands écarts. Donc là, c'est vraiment en fonction du type de sol. Voilà, les rendements anciennes vie, c'est vraiment lié à ça. Et donc dans ce calcul de marge, on a également la prestation de récolte, parce que là, évidemment, vous avez bien compris que la moissonneuse-batteuse là a un coût. Donc là, il faut compter. Alors bon, j'ai l'habitude de dire 155 € si on veut le comparer à d'autres cultures, puisqu'il y a 255 € de battage, moins, je dirais, un passage de moissonneuse-batteuse normale. Donc le supplément spécifique pour la récolte du champ, elle est de 155 €. Il faut compter évidemment le pressage, un pressage, pareil, entre 90 et 100 € de l'hectare. Et on a fait le tour, je dirais, des coûts. Et s'ajoute, on a une prime au niveau de la déclaration PAC. Alors, ce n'est pas une prime, en fait, c'est une enveloppe nationale. Donc, bien évidemment, plus il y a de producteurs, plus la prime diminue. Mais je dirais que depuis pas mal d'années, là, on tourne autour de 90, 92 € de l'hectare. Donc ça, c'est une prime au niveau de la PAC, au niveau de aides découplées. Donc moi, je dis toujours 92 €. On est monté à plus de 100 €, mais voilà, ça dépend des années. Moi, je préfère dire 90 € qui viennent de s'ajouter à cela. Voilà. Donc, avec tous les chiffres que je viens de vous donner, ça fait, on est alors si je prends un rendement à 5 tonnes de paille à 110 €, un rendement moyen, très moyen à 7 quintaux à 800 €, avec la prime que je viens de vous indiquer, moins le battage, moins le pressage, on est autour de 600 €, entre 550 et 600 € de l'hectare de marge brute. Voilà. Voilà, Déborah, parce que j'aurais pu prévoir une slide là-dessus, mais bon, voilà. Ça, en chanvre, c'est facile. Je te remercie. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, j'ai une petite question.
Bonjour, donc moi je suis Mathilde Chevillard, je fais partie de la société GLHD. On fait des projets agrivoltaïques et on travaille sur des sols dont la catégorie est 3, 4 selon la chambre. Donc on a dû au fait de faibles réserves utiles. Et du coup, sur ces terrains-là, vous disiez que pour le lin de printemps, ce n'était pas forcément adapté, mais du coup, pour le lin d'hiver, est-ce que on doit comprendre que ce seraient des cultures qui pourraient être adaptées? Et idem pour le chanvre, est-ce que sur des terrains à faible réserve utile, ce serait adapté? Alors, j'ai coutume de dire que, parce que le souci de ces cultures, alors je dis toujours secondaire, c'est un peu pénalisant, mais quand les agriculteurs font un essai avec ces cultures-là, ils ont tendance à les mettre dans leurs moins bonnes parcelles. D'accord. Et ça, mais c'est symptomatique, hein. On peut faire du pois chiche, on peut faire de la lentille, systématiquement, ils vont pas mettre ça dans les meilleures parcelles, donc ils vont mettre ça dans les parcelles plutôt moyennes, voire limites. Et alors souvent, donc j'ai des retours d'expérience, ils me disent bah non, ça marche pas. Et donc pour toutes ces cultures-là, bien évidemment, plus vous les mettez dans des potentiels, des bons potentiels, meilleure est la production. Par exemple, en chanvre, vous allez dans l'Aube, sur les terres de la chanvrière de l'Aube, eux, ils font régulièrement des 10 quintaux, quoi. Ils sont largement à chaque fois au-dessus, parce qu'ils ont un potentiel, ils ont de l'eau qui revient naturellement du sous-sol, et donc ils ont pas de limite, et donc ils font des très bons rendements, quoi. Alors par contre, on se positionne sur des argilo-calcaires, parfois des moyens, parfois des superficiels. Moi, on a déjà eu du chanvre sur des argilo-calcaires superficiels sur le plateau du Tonnerrois. Comparativement par rapport à d'autres cultures comme le blé, pour prendre une référence blé, eh bien on arrive quand même parce que avec son système de racinaire assez profond, que ce soit le lin ou le chanvre, surtout le chanvre, on arrive à préserver des rendements qui sont pas ridicules en fait, voilà, par rapport comparativement à du blé. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste des cultures rustiques, mais bien évidemment, on ne peut pas demander de faire des super rendements à des cultures qui sont dans des conditions aussi limitées, aussi difficiles. Donc le lin, le chanvre, alors le lin plutôt culture d'hiver pour avoir une bonne implantation, pour que ça puisse se redémarrer assez rapidement au printemps. Lin de printemps dans des sols plutôt profonds, parce que là, pour le coup, le terre qui se réchauffe rapidement avec une installation très rapide, donc il faut plutôt des bonnes terres. Et le chanvre, donc dès l'instant où on a des bonnes conditions d'implantation et de semis, on peut avoir des cultures qui se débrouillent, même sur des cultures, des types de sols qui sont limités. Elles s'en sortent. Moi, avec les différentes sécheresses qu'on a eues, et Dieu sait si on en a eu des carabinés ces dernières années, j'ai jamais vu un chanvre crever, quoi, hein, jamais, jamais. Il a toujours resté une partie de verre. Par contre, c'est à l'implantation, il faut qu'il ait de l'eau au démarrage, mais une fois qu'il est implanté, après, il se débrouille. D'accord. Je vous remercie. Est-ce que tu as une idée un peu des surfaces dont 110 Bourgogne aurait besoin, que ce soit en lin ou en chanvre? Alors en lin, donc je parlais tout au début là par rapport à la notion de filière. Donc en lin, donc on travaille en bleu blanc cœur avec nos amis de Valorex, et donc on a coutume de dire que voilà, ils travaillent par îlot de production. Dans toute la France, il y a plusieurs îlots de production, et le potentiel, nous, il est entre 900, 800, 900 hectares sur notre partie Bourgogne du Nord. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a toujours de la place. On n'est pas limité aujourd'hui en matière de surface de lin par rapport à cette culture-là. Le chanvre, tout ce qui est produit est commercialisé. Par contre, je vous ai donné la contrainte technologique, c'est la machine. Et donc, on ne peut pas aller au-delà maximum de 300 hectares. Et donc là, pour le printemps 2024, de mémoire, il doit nous rester une quarantaine d'hectares, je crois, de disponibles pour le printemps 2024. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour essayer, il n'y a aucun problème. Je répète, l'intérêt de notre méthode type BAFA, c'est que justement l'agriculteur n'a pas besoin d'investir dans de la presse, dans de la faucheuse type Guzzi. Donc voilà, c'est l'intérêt, c'est ça. On peut essayer, il nous suffit juste d'avoir un semoir et un hangar pour stocker la paille, c'est tout. Merci.
Étienne. Oui, Bonjour Étienne. bonjour Eric. Oui, simplement, je voulais savoir si au niveau des débouchés bâtiments, les choses s'amélioraient parce que il n'y a pas si longtemps encore, je me rappelle des discussions qu'on avait lorsqu'on a rénové le bâtiment de la Chambre d'agriculture, qu'on aurait voulu avoir disons, des chambres dans notre bâtiment, et c'était compliqué. Est-ce que c'est des choses qui avancent, qui évoluent euh, dans l'usage, dans le monde du bâtiment? Alors, oui, oui, oui. Alors, pas forcément. Donc, nous, au niveau d'Eurochanvre, pas forcément d'Eurochanvre. Par contre, je sais qu'au niveau de la CAVAC viennent, ils ont inauguré, je crois que c'est en 2022 ou 2023, et ils ont un nouveau bâtiment de production, justement, pour aller sur le marché de l'isolation au niveau bâtiment. Donc, eux, ils ont un gros investissement pour aller sur ce marché-là. Donc maintenant, les tonnages, etc. Donc, mais bon, ils ont une volonté également de beaucoup développer, comme la chanvrière de l'Aube, hein, aussi, qui a des grosses demandes et qui cherche aujourd'hui pas mal également de producteurs avec leur système qui est propre à la chanvrière de l'Aube. Les géochambres, ils en sont où dans leur... Alors, Géochanvre, Géochanvre, donc il y a eu une petite passation au niveau de l'organe de direction là, et donc Géochanvre aujourd'hui sont intéressés par la fibre, que ce soit la fibre de lin ou la fibre de chanvre. Par contre, leur souci aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser les fibres d'une façon brute, naturelle, sans avoir à les défibrer comme dans une chanvrière. Sauf que dans leur process industriel, en amont de leur machine qui soude, qui est hydro-soudeuse, là, ils n'ont pas le matériel suffisant pour défibrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Géochambre fonctionne pratiquement à 90% avec de la fibre qui vient notamment de Eurochambre, en Haute-Saône. Donc, ils prennent de la fibre de premier ou deuxième choix et qui monte à l'ésine dans le Tonnerrois et qui sert donc dans leur process industriel. Mais le prix n'est pas le même parce que la matière première n'est pas la même. Et donc l'idée, donc je les ai rencontrés il y a pas très longtemps, la nouvelle direction là. Et donc, ils sont également à la recherche aujourd'hui de fonds pour développer ce concept-là de défibrage préalable sur leur process de fabrication pour pouvoir travailler des fibres brutes de lin ou de chanvre. Et si ce concept-là pouvait se développer chez eux, là, potentiellement, on a calculé, il y aurait un potentiel de 2500 à 3000 hectares de fibres qu'on pourrait faire passer dans cette usine, quoi. Voilà, donc c'est intéressant. Bon, nous, on est toujours en contact avec eux au niveau industriel pour éventuellement se déboucher, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en lin, donc évidemment, on commercialise, on collecte la graine de lin, mais il y a bon nombre de producteurs qui ont du mal avec la paille de lin, et donc si on peut les débarrasser et le presser et l'emmener dans un système industriel comme Géochambre, ils sont preneurs. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Moi, j'avais également des contacts avec des gens qui se trouvent en Normandie, mais le problème, c'est que dès qu'on déplace de la paille, le rapport coût-prestation, voilà, ça devient plus du tout rentable, quoi. Donc, il y a de la demande de fibres à l'ouest. À l'est aussi, au niveau dans les Vosges, ils sont aussi demandeurs, mais dès qu'on parle de transport, tout de suite, ça devient pas très rentable, quoi. Donc là, on a la chance d'avoir Géochambre sur notre zone. Alors voilà, moi j'espère qu'on pourra à terme pouvoir valoriser à la fois de la paille de lin et de la paille de chanvre, parce que pour le coup, on pourrait faire des contrats de paille de chanvre non battue. Ce qui veut dire qu'on aurait juste à couper au mois de juillet, on coupe les fibres de chanvre au pied, on les presse, et là, on pourrait fournir Géochambre directement. Voilà, ça pourrait être un débouché très intéressant pour nos plateaux. Bien sûr. Quoi, plateau ou autre. Hein, Une future opportunité pour la 5e édition. Voilà, on espère qu'au niveau industriel, ça puisse se faire. Et le rayon d'équilibre de la rentabilité par rapport à Eurochambre, c'est quoi en termes de kilomètres?
Kilomètres, bah écoutez, kilomètres, on a déjà, pour ma part, on a déjà été acheter des tonnes de paille en Seine-et-Marne suite aux problèmes avec Planète Chambre à l'époque. Et donc, on a été on a été dépanner des producteurs et on a été acheter des tonnes de paille en sud Seine-et-Marne. Donc, demain, s'il faut aller chercher des tonnes dans le Sénonais, je pense que c'est pas forcément un problème. Ça peut se faire, quoi. Okay. Sachant que avec notre système de balles carrées, on optimise la logistique et le transport, contrairement à de la balle ronde. Donc ça, c'est aussi un avantage de manipulation, de stockage et de transport. Donc oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remets le programme des autres webinaires et en l'occurrence celui qui va commencer dans même pas 10 minutes avec l'intervention de la Chambre d'agriculture sur s'associer en agriculture. Demain, on a l'intervention des établissements DUC sur la production de poulet de chair et l'après-midi, on a une intervention d'Accéréal sur les filières en agriculture biologique. Je vous remercie. Le webinaire étant enregistré, vous aurez accès également à un replay dès qu'ils seront partagés en ligne à la fin de la quinzaine des opportunités. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.